chacun fait ses choix. Vous avez choisi Microsoft, Windows, vous avez choisi Apple, Mac, macOS ou je ne sais plus comment on l'appelle. Vous avez peut-être choisi Linux. Sébastien a fait un choix. Il est passé de Microsoft à Linux. Tu m'as mis toutes les questions dans l'ordre, tu vois. Ah, tu as mis... mais je suis sur les slides, je suis pas sur... Ah, je peux ouvrir le document. Ah, sinon je t'ai mis dans le doc et j'ai mis les questions je vais aller voir vraiment juste dans l'ordre de... Je vais aller voir, t'as raison, en fait, je peux... doc... Comme ça, tu as le fil exact. Tac... Et qui correspond normalement un peu à mes slides. Au slide, ok. Oui, Sébastien a choisi Linux. Il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Sébastien. Hello. Sous PC depuis très longtemps. Hein, oui. Et donc, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, il t'est pris... Je sais pas quelle folie, t'es passé par la fenêtre, par la tête, de jeter justement par la fenêtre Windows. On se demande pourquoi. Bah oui, bonne question. Bah alors c'est un choix de développeur à la base, ce qui n'est pas le choix de la plupart des gens qui nous écoutent. Enfin, quoique, on a des développeurs. Salut, coucou les gars. Et donc, non, c'est un choix de développeur parce que la plupart des choses que nous produisons tournent sous Linux à la base. Et donc, au final, j'étais sous Windows, connecté toute ma journée sur des sessions, sur des machines sous Linux. Je me dis à un moment, je dis bon bah, ça sert à rien. Jongler avec les machines virtuelles et des trucs comme ça, c'est ça? Pas de machines virtuelles sur des serveurs à distance. Et je me dis bon, allez, au final, si je suis quand même toujours connecté sur une machine Linux et je lis mes mails, je regarde un site web et je dis qu'est-ce que j'ai besoin de plus sur mon desktop. Au final, j'ai juste un environnement de dev sur lequel je compile des choses je fais de la cross compilation pour compiler sous Linux. Je dis bah alors on va compiler directement sous Linux. Sautons une étape quoi. Voilà, on va gagner du temps et puis après bon bah c'est vrai que de temps en temps tu utilises ta machine pour du multimédia, donc il y a d'autres bricoles, mais grosso modo c'est ça ma machine. Moi c'est pour bosser. Mais donc ça c'est mon point de vue personnel. La plupart des gens, pourquoi ils le font, il y a deux catégories. Le premier, c'est parce que tu le fais de manière idéologique, parce que voilà, t'en as marre d'utiliser un OS propriétaire et tu veux un OS dont tu peux lire les sources. Parce que tu le fais très tôt en général dans ton expérience de informatique, c'est le genre de choses. C'est des choix effectivement idéologiques que tu fais tôt. Oui, voilà, c'est pas. Ou le jour où on t'explique, effectivement, le pourquoi du comment et la liberté qui est derrière. Mais souvent, c'est une liberté qui, même si je suis un énorme défenseur du libre, c'est une liberté qui est un peu biaisée, parce que la plupart des utilisateurs desktop, mais n'ont pas les capacités d'aller lire ce qu'il y a dans le code. Donc même si on leur dit tu peux aller le lire, c'est pas des développeurs, donc ils vont pas aller le faire. Donc pour moi c'est une fausse liberté pour certains, mais ils ont la liberté d'apprendre à programmer. Donc voilà, c'est un peu comme passer de longs débats. C'est un peu comme passer au bio sans savoir comment c'est cultivé, quoi. C'est un peu la même analogie. Sans savoir cuisiner. Ou sans savoir cuisiner, c'est encore mieux. Et donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les gens qui le font pas par souci d'économie, parce qu'effectivement d'une certaine manière Windows, ça, même si la dernière version tu peux avoir des mises à jour gratuites, eh bien ça a toujours un coût, et la plupart des logiciels sous Windows ont un coût que tu n'as pas toujours forcément envie d'assumer. Je serais tenté de dire qu'il y a une troisième catégorie, c'est les curieux, les bidouilleurs qui aiment bien chipoter, passer leur soirée à rebooter et faire des installations, etc. Mais qui aussi, ça rejoint la deuxième solution, qui ont une vieille machine et qui se disent je pourrais la recycler et peut-être en faire quelque chose, parce que de réputation, Linux c'est plus léger, et donc peut-être que je pourrais refaire vivre ce vieux hardware qui traîne et pour lequel il va pas continuer à fonctionner, surtout pas sous Windows 10. Bon, voilà, parce que chaque fois le software progresse en même temps que le hardware et inversement. Et donc là, il y a des possibilités aussi. C'est vraiment plus léger Linux à ce niveau-là. Je saute peut-être quelques questions, mais c'est... ça dépend ce que tu veux utiliser comme desktop. Et là, c'est vraiment c'est le choix. Alors si tu bootes en console, donc on a toujours le mode console sous Linux où voilà, c'est juste le texte, et puis t'es parti, tout est accessible, mais tu as juste ton petit clavier pour travailler. Et voilà, en tant que développeur, t'adores ça parce que si tu sais faire des choses de manière extrêmement rapide, ce qui est plus compliqué d'avoir une console sous Windows, faut l'avouer. Et donc, où on en était, c'était quelle question? Qu'est-ce que tu voulais en fait? Mais si c'était plus léger ou pas?
Ah, c'est plus léger. Ah oui, donc la console, bah oui, là, tu t'as pas de problème. Tu vas faire tourner ça sur des très très vieilles machines. Au niveau desktop, bah, ça dépend ce que tu vas choisir. Si tu prends un Gnome, bah, un Gnome, c'est quand même un peu gourmand. Hein. Tu as intérêt à avoir de la RAM. Il y a des trucs plus légers que tu vas pouvoir faire tourner. Ce qui nous conduit, des trucs comme ça. Ce qui nous conduit un peu naturellement vers les distributions, parce qu'il existe, alors Linux, vraiment, c'est le noyau, hein, on va dire. Puis il existe toute une série de distributions avec à chaque fois des spécificités, des spécialités, peut-être aussi. Peut-être que c'est aussi une question de comment on le sent, quoi, en gros. Oui, là, c'est le choix de la distribution sous Linux, c'est un débat à troll énorme, et c'est vraiment des guerres de communautés qui, au final, on a tous plus ou moins la même chose, on a les mêmes softs qui tournent, on a les mêmes desktops, mais on a des sociétés derrière qui les éditent de manière différente, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre la toute dernière version de GNOME ou pas. Hein, et si vous allez prendre une Debian de base, une Debian, c'est un truc qui va tourner pendant des années avant effectivement d'avoir une nouvelle release avec toutes les nouveautés, mais qui auront été testées pendant très longtemps avant. Donc vous êtes sûr que ça va tourner, mais les dernières fonctionnalités, tu peux te brosser. Hein, tu veux vraiment quelque chose de super stable. À côté de ça, tu as Ubuntu qui est pour moi plus orienté grand public, parce que c'est vraiment un truc que je sais que je vais m'attirer des foudres en disant ça, mais c'est le Linux démocratique, tu vois, pour essayer de faire attirer tout le monde vers Linux, et qui est aussi en ayant un desktop facile. Ubuntu qui existe aussi sous différentes déclinaisons en fonction de l'usage qu'on va en faire, hein, avec des distributions, enfin des packages entre guillemets qui seront un petit peu différents. Si tu fais par exemple du multimédia, tu auras voilà. Oui, mais au final ça c'est toujours le même setup, c'est toujours le même. Si tu prends, c'est la même DVD. Si tu prends la totale, sur lequel tu vas choisir les paquets que tu vas installer. Voilà. Si tu veux une install serveur, tu vas pas installer un serveur X qui est donc l'interface graphique. Tu vas rester en terminal et tu vas installer un serveur web, un serveur SQL, etc., etc. Mais au final, c'est les mêmes soft. Hein, c'est toujours la même infrastructure, c'est toujours le même truc. C'est juste qu'ils ont décidé des paquets qui vont te mettre de base dans ce que tu vas installer. Toi, t'as choisi quoi, toi? Alors moi j'ai choisi, donc effectivement tu avais donc tout ce qui est Debian et qui tourne autour avec Ubuntu. Je suis pas du tout fan de l'interface Ubuntu, j'ai l'impression qu'on me prend trop par la main et j'aime bien les fouiner dans les entrailles. Et donc je suis plus fan de tout ce qui est Fedora, donc Red Hat, parce que c'était la première distribution Linux que j'avais installée. Je pense qu'à l'époque c'était une Red Hat 3 ou un truc comme ça. C'était la plus populaire à l'époque, hein, je me rappelle. C'était voilà, c'est une boîte qui est ultra populaire, et il y a même une boîte française qui était Mandrake qui en avait dérivé une autre distribution, Mandriva. Je sais pas s'ils existent encore, c'est une longue histoire, Mandriva, et c'était le même genre de paquet. Ça, c'est la différence de distribution, c'est les paquets. On pouvait même les acheter en boîte chez certains revendeurs informatiques, on pouvait les avoir physiquement. On n'a pas téléchargé le truc parce que c'était trop lourd quand même. Et c'est d'où les blagues à l'époque, j'ai besoin d'une grosse bande passante parce que je télécharge des ISO de Linux. C'est resté, alors que maintenant tu t'en fous complètement, hein, avec les débits qu'on a. Donc la distribution, moi je suis parti plutôt sur un truc sur base de Fedora, mais pas la Fedora, parce que les Fedora en tant que tel, ça reste des gens qui sont très très bornés sur les paquets qu'on va mettre, et donc mettre des codecs pour regarder certaines vidéos, tu peux mourir parce qu'ils vont te dire c'est pas libre. Et donc voilà, t'es un petit peu coincé avec ce que tu vas pouvoir mettre. Donc il y a un dérivé de la Fedora qui est la Corora. En fait, c'est vraiment quasi toute la Fedora, sauf qu'on t'a rajouté une série de sources pour aller chercher tous les paquets que tu as besoin pour faire tourner ça sur un vrai desktop multimédia où tu peux tout faire, quoi. Donc là c'est pas pour l'idéologique, c'est pour quelqu'un qui veut un truc pratique, quoi. Là c'est Corora. C'est pas très connu, mais c'est vraiment une Fedora pure et dure, avec vraiment juste une petite surcouche facile, quoi, parce que c'est la tête. Ce genre d'OS aujourd'hui, enfin ça dépend lesquels, parce que t'as aussi des trucs un peu brutaux, mais ça s'installe relativement facilement, non, aujourd'hui?
Oui, franchement, c'est 2 temps 3 mouvements. En général, tu télécharges une petite ISO, tu mets ça sur un DVD, sur une clé USB, et soit tu bootes dessus et il te montre déjà un peu ce que ça va être sur ta machine avant d'exploser ta machine. Soit tu exploses directement ta machine et tu installes tout dessus, et t'es parti comme un dur. Honnêtement, c'est pas plus compliqué que d'installer Windows, loin de là, très loin de là. Donc, et honnêtement, la plupart du matériel est supporté, mais on y reviendra un tout petit peu sur la fin. De base, tu dois plus bidouiller comme tu le faisais fin des années 90. Tu vas avoir un environnement graphique qui va s'installer les années 90 pour trouver un bon driver. C'était quand même un peu... c'était chaud, quoi. Ouais. Et même pour les faire parler avec les applications, moi je me rappelle que pour installer par exemple le Skype, alors là les Linuxiens purs et durs vont vouloir m'arracher la tête, mais on peut installer Skype sur une machine Linux, mais il faut qu'elle retrouve la carte son. Et là il y a aussi des solutions qui existent, mais il faut un peu lire la documentation aussi, hein. On est dans un univers qui est un petit peu différent, impitoyable, peut-être un petit peu impitoyable, mais il y a plein de sources et dans toutes les langues possibles et imaginables, donc on n'est pas perdu, quoi. C'est pas. Eh bien, figure-toi que j'ai une bonne nouvelle pour Skype. Effectivement, tu as la version Skype, une vieille version qui est portée sous Linux, qui est un peu toute cramoisie, qui fonctionne, mais bof, quoi. Et par contre, tu as la version web, avec des outils comme Franz ou Rambox. Rambox est le penchant libre de Franz. C'est une petite divergence sur le podcast, mais donc allez voir sur rambox.org ou un truc comme ça. Cherchez Rambox sur Google. Comme Rambo avec un X en plus, quoi. Et en fait, c'est un soft qui vous permet d'avoir accès à tous les réseaux sociaux que vous voulez, de manière libre, sous Windows, sous Linux, sous Mac OS X, tout ce que vous voulez. Et tu as Skype dedans, et ça te permet de faire des appels avec Skype en version. Ils utilisent les versions web, en fait. D'accord. Et donc là, il n'y a plus de problème. Tu sais, avec quelques restrictions, la version web, la vidéo, c'est pas terrible. Là, tu peux mourir un peu sous Linux, mais pour faire un appel, ça marche. Oui, c'est ça. Donc, voilà, ça, au niveau documentation, je pense qu'on sera pas tout nu devant sa machine. La crainte qu'on peut avoir également, c'est l'appréhension du design. Est-ce que visuellement, est-ce qu'on va pas être tout perdu? Il n'y a pas de menu démarrer, par contre. Oui et non, parce qu'on peut retrouver des analogies quand même. Oui et non, il y a des distributions qui vont faire des menus démarrer, il y a des trucs qui ressemblent fort. Moi, je suis parti sur un truc plutôt sur un GNOME pur, alors c'est la guerre, là aussi, sous Linux, il y a beaucoup de guerre, du GNOME ou du KDE, grosso modo, il y a les autres derrière, mais c'est encore surtout sur le GNOME et le KDE. C'est GNOME, c'est un truc que j'ai installé il y a longtemps, donc ça reste un peu, mon enfance. Et donc j'aime bien GNOME. Et tu peux avoir des menus démarrer comme sous Windows, avec toutes tes applications, le même genre d'architecture. Tout y est, sauf que c'est toi qui décides des icônes que tu vas mettre, où tu veux mettre. Et tu peux même avoir, comme sous Mac OS X, le petit truc en dessous, avec... je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs sur macOS. Bref, avec toutes tes icônes d'applications qui s'ouvrent, le launcher, quoi. Oui, c'est ça. Mais t'as ça aussi si tu veux. C'est vraiment, tu prends ce que tu veux suivant ce que tu as envie. Ça te prend longtemps à avoir la machine que tu veux, mais quand tu l'as, faut la configurer, quoi. De nouveau, si vous voulez un ordinateur où il n'y a rien à faire dessus, vous prenez un Mac, on a l'habitude de dire. Si vous aimez bien bidouiller et que ça ne vous dérange pas, en tout cas, de bidouiller pendant vos longues soirées d'hiver pour avoir la machine que vous voulez, là, c'est peut-être une solution également. On a déjà un petit peu parlé, mais au niveau des applications, on retrouve, on est dans l'univers d'applications qu'on connaît. J'ai un peu évoqué dans nos hors-séries consacrées au logiciel libre, différentes applications qui étaient pendantes de ce que l'on connaît. Par exemple, il existe des solutions, si vous êtes habitué à Photoshop, il existe une application qui ressemble fort à Photoshop, il y a des applications, enfin voilà, mais aussi non, on retrouve ces jeunes. On retrouve tout, la plupart des grosses boîtes maintenant commencent quand même à sortir du Linux. Tu prends du Firefox, c'est normal, c'est Modition, la fondation Mozilla derrière, c'est des libres à la base, c'est dans son univers là, Et là, tu ne pouvais pas ne pas l'avoir, donc tu vas trouver du Thunderbird, tu vas trouver Google Chrome, tu vas trouver plein de grands noms de logiciels, ils sont là. Il y a des outils Office qui existent. Alors, le plus connu est LibreOffice, anciennement OpenOffice, mais il y a
a WPS Office qui, alors lui n'est pas libre, mais qui a vraiment un look and feel qui ressemble mais aller pour 2 gouttes d'eau à un Office, qui est totalement gratuit aussi, avec certaines limitations, mais voilà, donc tout y est pour avoir une machine normale, quoi, en fait. Et puis il y a des solutions. Oui. Quelles sont-elles ? Voilà, donc la solution, si effectivement tu veux faire tourner des applications qui sont pures Windows, il y a ce qu'on appelle Wine. Ouais. Wine qui est donc un émulateur, hein, entre guillemets, de Windows pour Linux. D'accord. Et qui te permet de prendre un exécutable Windows et de le faire tourner sous Linux comme si il était vraiment sous Windows. D'accord. Et donc ça y ressemble, ça fonctionne, ça a le goût de Windows, c'est pas Windows, il y a énormément de soft qui tourne avec, et donc c'est extrêmement facile à installer, normalement quasi toutes les distributions le prennent, enfin le mettre de base. Et puis tu peux vraiment prendre directement ton soft et il a l'impression d'avoir un disque avec le C2 points dans lequel tu peux aller te promener. Donc c'est assez perturbant la première fois. Et les dernières versions de Wine, la 2 est sortie il y a très peu de temps, te permet d'installer la dernière version d'Office sans problème. D'accord. Donc c'est vraiment assez poussé parce que Office est très intégré à l'OS. Hein, donc, Et si pas Wine, il existe d'autres solutions. On en avait parlé justement aussi, je pense, dans un hors-série consacré au logiciel libre. C'est quoi ? C'est la VirtualBox, la machine virtuelle, quoi. La machine virtuelle, VirtualBox, qui est un des moteurs le plus apprécié probablement sous Linux, qui est chez Oracle, hein, édité maintenant chez eux, et qui te permet d'installer ce que tu veux comme OS. Hein, c'est un PC. Et donc ici, effectivement, en l'occurrence, j'ai encore des machines sous Windows qui tournent dans ma machine sous Linux. Pour pouvoir tester et développer sous Windows sans devoir faire du dual boot ou devoir avoir une deuxième machine. Donc malheureusement, c'est ma vie de développeur. J'ai des clients qui sont aussi sous Windows et je suis obligé de pouvoir compiler des trucs sous Windows et de voir à quoi ça ressemble pour le débugger. Donc j'ai des VM qui tournent avec Windows, ça boot en 3 secondes et t'es parti. Comme si de rien n'était, hein. Ton écran à droite c'est Windows et au milieu c'est Linux et tu drag and drop de l'un à l'autre. Quoi. C'est assez. Pour celui qui l'a jamais essayé, c'est assez bluffant la première fois. Ouais. Mais ça existe sous Windows aussi pour avoir du Linux sous Windows. Hein. Et on l'imagine, c'est surtout pratique. Et justement, et on va peut-être conclure avec ça, le côté parce c'est un petit peu un monde idéal hein, qu'on a décrit là. C'est super, allez-y. Vous ne serez pas perdu, etc. Il y a quand même des fois des contraintes. On a un peu parlé des contraintes hardware, mais il y en a certainement plus qu'on l'imagine. Mais toi-même, tu as regretté ce choix de temps en temps depuis que tu l'as fait il y a quelques mois maintenant. Alors, j'avais peur, hein, honnêtement, le lancement, parce que ça fait... je commence à vieillir. Hein. Ma fille me le disait encore, papa, il y a des poils blancs dans ta barbe, donc c'est qu'on commence à prendre de l'âge. Hein. On l'a pris dans les dents. Et donc, c'est vrai que Windows, ça fait 15 ans que plus ou moins que je suis dans l'environnement, hein, que je développe dessus. Donc, c'est des habitudes à changer, et donc j'en ai profité d'un changement de laptop pour me dire je vais le passer sous Linux et si j'y arrive je garde celui-là et sinon je retourne vite sur l'autre en sifflotant comme si de rien n'était. Donc je me suis un peu forcé pendant quelques jours, c'est assez vite passé entre ma nouvelle machine et moi, mais il y a quand même quelques trucs qui coincent, hein. C'est vrai que j'ai essuyé de grosses gouttes au niveau du matos. Donc le matériel, grosso modo, sur le laptop, j'étais extrêmement étonné, tout était supporté de base, carte 3G, Wi-Fi, parce que tout était là, tout était fonctionnel. J'ai dû configurer 2 minutes, je pense, la carte 3G pour que ça fonctionne avec notre opérateur historique, et c'était tout. Donc c'est vrai que là j'étais assez bluffé. Par contre, vous ne le voyez pas dans ce sens-là, mais en face de moi, j'ai 4 écrans. Hein, j'en ai 3 pour... On avait déjà dit que tu étais un malade des écrans. Voilà, hein, donc il y en a un pour lire mes mails, il y en a un pour pouvoir surfer, il y en a un sur lequel je travaille, et puis il y en a un avec lequel effectivement j'ai les discussions avec les collègues et le reste. Pour tout dire, il y aurait un 5e écran, il faudrait mettre un 2e clavier, parce qu'il serait trop loin.
Écoute, j'ai essayé à un moment une configuration avec un 5e écran devant, un petit, etc. Un tactile peut-être, ça pourrait être pratique. Ouais, mais allez, ça ne l'a pas fait. Il y avait trop de place sur le bureau. 4, c'est bien. Mais pour pouvoir connecter 3 écrans en plus sur un portable, ça se fait pas aussi facilement que ça. On a besoin de périphériques, des boîtiers DisplayLink en l'occurrence. Il y a qu'eux qui font ce genre de truc. Il y a très longtemps, c'était un de nos premiers hors-série, je pense, on avait parlé de DisplayLink. Et cette boîte existe toujours. Ils font des boîtiers qui sont assez géniaux. La problématique, c'est que ils ont deux versions des boîtiers. Les versions en USB 2 qui fonctionnent sur un port assez lent et non crypté. Et la version USB 3 qui te permet d'aller dans les résolutions un petit peu plus hautes, qui te permet de faire du DRM et qui est crypté. Et donc ils ont libéré le code pour pouvoir faire du support pour l'USB 2, mais l'USB 3, c'est un driver qui est uniquement supporté par eux, qui ne fonctionne que sur Ubuntu, qui fonctionne entre guillemets. Entre très gros guillemets sur Ubuntu, parce que j'ai essayé une Ubuntu pour voir, ça marchait pas du tout. D'accord. J'ai réussi à le faire fonctionner au tout début sur ma Fedora, enfin sur ma Core Aura, donc. Et dès que j'ai fait un update du kernel, tout s'est éclaté, il n'y avait plus moyen de rien faire, donc j'ai quand même relativement pleuré. Et j'ai dû changer le boîtier pour continuer à utiliser Linux. D'accord. Donc mon boîtier USB 3, j'ai remplacé par un truc tout moisi en USB 2 chinois qui fonctionne. Et ça c'est assez, voilà, c'est un peu chiant ce genre de bricole, mais ça fait partie du jeu. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Ce qui est scanner, le scanner sous Linux, je trouve que c'est quand même encore très en deçà de ce qu'on sait faire sous Windows. Et donc j'ai encore un NUC qui fonctionne avec un Windows pour 2-3 bricoles. Flasher des devices. Je sais pas le faire sur ma machine sous Linux. C'est ça, oui. Mettre à jour une caméra, un appareil photo, un machin. Ça passe pas. Ouais. Ça passe pas. C'est des softs qui sont fournis que sous Windows, que tu dois brancher sur ta machine. Ça dépend. On dit ça passe pas. Certaines marques proposent des solutions, des installeurs sous Linux. J'en ai déjà vu. Je me demande si c'était pas chez Canon pour les appareils photo. Je dis peut-être une bêtise. Mais bon, bref, j'en ai déjà vu dans certains cas des installeurs sous Linux. Mais il faut encore voir sous quelle version de Linux. C'est sous quel voilà, ça c'est un petit peu ça reste difficile. Petit bonheur la chance. Au prix d'un NUC, tu te dis je garde un NUC qui tourne chez moi pour faire ce genre de choses qui ne vont pas fonctionner sous Linux et tant pis. Et même parce que j'ai changé le SSD de base sur cette machine pour pouvoir avoir un super SSD, eh bien j'ai gardé le SSD d'origine avec Windows. Ouais. Et la licence qui était liée au portable pour pouvoir upgrader le BIOS, parce qu'upgrader le BIOS, je ne peux pas le faire sous Linux. Donc si je veux faire un flash, je suis obligé d'enlever mon disque, remettre l'autre disque et flasher le truc. Donc voilà, faut accepter ce genre d'inconvénient que tout n'est pas aussi facile que ça sous Linux de temps en temps. Et puis soit tu ne le fais pas, soit tu acceptes d'avoir encore un petit coin, une machine Windows pour les longues soirées d'hiver. C'est un truc d'informaticien, Linux? Non, je pense pas. Ça l'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec Ubuntu, même si je le critiquais au début du numéro, c'est accessible franchement à tout le monde. Et puis, pour moi, l'informatique a tellement changé en 10 ans. Il y a 10 ans, on avait besoin de beaucoup de logiciels sur sa machine pour pouvoir faire plein de choses. Aujourd'hui, le seul logiciel auquel tu as réellement besoin, c'est ton navigateur. Parce que la plupart des trucs que tu as besoin, c'est connecté, c'est dans le cloud, tu sais aller sur une Dropbox avec ton navigateur, tu sais aller sur Skype, tu sais aller sur Facebook, et au final, même si tu n'as plus aucun soft, tu as ton navigateur. Marc serait là avec nous, il te dirait, à ce moment-là, prends un Chromebook. Oui, mais moi je suis développeur, j'ai besoin t'as besoin d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Et puis j'ai plein de raccourcis où en appuyant sur un simple bouton, un script, il se passe plein de choses. Ça, c'est la joie du temps gagné sous Linux aussi, c'est qu'après, en tant que développeur, je peux gagner moi plein de temps pour faire automatiser plein de choses qui sont maintenant possibles sous Linux, sous Windows aussi, mais là, on en arrive à un OS de développeur. Un OS de développeur, oui. C'est un peu ça aussi. Donc, si on voulait faire une petite conclusion, on pourrait dire que c'est une bonne petite solution pour si celui qui ne s'y connaît pas bien en informatique, mais aime bien bidouiller tout de même, pour recycler une vieille machine ou pour changer d'air. Et pourtant, je suis même pas encore je te suis pas encore totalement, parce que si tu prends
écran pour jouer, gamer, il y a Steam dessus, et maintenant ils ont passé la barre de plus de 3000 jeux disponibles sous Linux avec Steam. Donc il y a moyen de jouer sous Linux. Donc le monde Linux arrive quand même aujourd'hui à maturité en desktop. Donc faites preuve d'ouverture. Toujours. Sinon, on se prive d'un tas de trucs et de certains plaisirs également. En tout cas, on pourra en parler pendant des nuits, évidemment. Si c'est un choix que vous avez fait chez vous ou que vous ne ferez jamais, ça peut être aussi le cas. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Partagez également votre expérience avec la communauté. On essaye de faire en sorte que vous parliez les uns les autres de plus en plus en commentaire de nos vidéos sur YouTube ou sur notre site lestechno.be. N'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous. Il existe également un forum sur informaticien.be, je le dis jamais assez, mais ça existe également, et là aussi il y a une grosse communauté de développeurs et de bidouilleurs de trolleurs, et de trollers également, il y a de tout. Donc voilà, n'hésitez pas également à jeter un œil de ce côté-là. Merci beaucoup Sébastien, en tout cas pour ce partage d'expérience. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.